thème d'aujourd'hui, bien sûr, n'est absolument pas charmant, parce que, il s'agit de la notion relativement récente, qui s'appelle les guerres hybrides. Juste, pour anecdote, on peut dire, dans le passé, les soviétiques n'utilisaient pas le terme guerre hybride, c'est une invention relativement récente, mais on parlait, par exemple, de réponses asymétriques, etc. C'est-à-dire les techniques que ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres hybrides sont en grande partie les vieilles techniques soviétiques amplifiées grâce à Internet et les réseaux sociaux notamment. Donc, je vais donner la parole à tour de rôle d'abord à Jean-Sylvestre Mongrenier, qui est enseignant, spécialiste de géopolitique, membre de l'Institut Thomas More, et à Nicolas Tetzer, qui est d'ailleurs président de notre association et directeur de la publication d'Odesque Russie, et qui est un politologue et philosophe politique. Et en fait, s'il faut énumérer tout, ce serait très long, et je pense que vous connaissez aussi bien son nom. Donc, Jean-Sylvestre va commencer. On fait un topo de 10 à 15 minutes. Si vous êtes trop long, je vous ferai un petit signe, un petit clin d'œil. Et ensuite, ce sera pareil pour Nicolas Tetzer. Et ensuite, comme d'habitude dans ces réunions, on donnera la parole à la salle et on va répondre à vos questions jusqu'à l'épuisement des dites questions. Voilà, Jean-Sylvestre. Bien, merci d'abord de cette invitation. Ça permet de découvrir ce théâtre. J'ai vu qu'on jouait beaucoup de Shakespeare. Alors je pense à la fameuse pièce, La Comédie des erreurs. C'est un peu la question finalement que soulève l'Ukraine. Alors bon, l'Ukraine est sur le devant de la scène. Comme ça arrive à échéance régulière, finalement, ça fait bien sûr 2014, mais quand on remet les choses en perspective, depuis au moins le milieu des années 2000, depuis ce que l'on a appelé alors la révolution orange, régulièrement l'Ukraine s'impose donc à l'actualité géopolitique, au point même que ça en devient un petit peu lassant, et c'est peut-être le risque justement, c'est que les politiques, les observateurs, les commentateurs se lassent, s'habituent à ce niveau de tension, et puis pensent que finalement ça n'est jamais qu'une partie de bluff, une gesticulation sans véritables enjeux. Donc il s'agit de revenir sur cette question, de faire le point sur ce qu'on va appeler la question ukrainienne, tout en précisant un certain nombre de concepts. En fait, je pense notamment au concept de guerre hybride que vous avez d'ailleurs parfaitement résumé. Enfin, vous êtes allé à l'essentiel, puisque finalement, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. C'est le cocktail qui n'est pas tout à fait le même. La conjoncture n'est pas tout à fait le même. Mais finalement, quand on commence à décomposer ce qu'est une guerre hybride, on retombe sur un certain nombre d'éléments qui sont bien connus pour ceux qui suivent les questions stratégiques et géopolitiques. Alors, je vais traiter ça en 3 points. J'ai préparé quelque chose, parce que je ne peux pas m'empêcher de prévoir une trace écrite. C'est mon côté professoral. Donc, un premier point d'abord sur le concept de guerre hybride, bien définir de quoi il s'agit, puis montrer un petit peu aussi les pièges que recèle finalement la prolifération de termes, attaque hybride, menace hybride, guerre hybride. Je crains que ça nous divertisse finalement de l'essentiel. Le deuxième point, ce sera l'Ukraine, post-avancée de la guerre hybride. Je crois que c'était le titre qui avait été choisi pour le dernier article que j'ai publié dans la lettre de Desk Russie. Donc là encore, remettre les choses en perspective, et puis insister sur le fait que ça va bien au-delà de ce qu'est une guerre hybride. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur ce concept, le décortiquer, décortiquer les étangs, comme diraient les philosophes, au point d'en oublier l'être finalement. Et puis troisième point, je m'interrogerai sur les objectifs derrière cette crise, ces tensions, ces gesticulations militaires. Il faut s'interroger sur les objectifs de Poutine. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dans le secret des états-majors, et encore moins dans le secret du Kremlin, mais c'est là où la géopolitique, à mon sens, s'avère plus pertinente que la stratégie, puisqu'il s'agit d'utiliser les discours, les images, les représentations qui sont maniées par les dirigeants russes pour essayer de
mettre au jour finalement l'intention stratégique, le projet politique qui commande la grande stratégie qui est à l'œuvre. Alors d'abord sur le concept de guerre hybride, c'est un terme relativement récent, alors avec un usage proliférant, attaque hybride, menace hybride, au point que le concept perd de son sens. Si on met les choses en perspective, la première occurrence, la première apparition de ce terme, je crois que c'est 2005, ça devait être James Mattis d'ailleurs, le futur ministre de la Défense de Donald Trump, qui avait utilisé ce terme dans le prolongement des débats sur les guerres asymétriques. Donc c'est l'époque où le primat de la guerre contre le terrorisme s'impose. Bon, en même temps, ça soulève toute une série de questions avec un certain nombre d'entités semi-étatiques, para-étatiques, des interférences extérieures. Si on se reporte au Moyen-Orient, pensons simplement au Hezbollah. Et donc de ce fait, l'armée américaine avait commencé à travailler sur le concept de guerre hybride. Alors comme à l'époque on parlait beaucoup d'asymétrie, de guerre asymétrique, guerre hybride, on n'y a pas vraiment fait attention, on s'est dit que c'était peu ou prou un doublon. Ensuite le terme il est réapparu à partir de 2014, donc c'est le moment du départ des événements en Ukraine, la saisie manu militari de la péninsule de Crimée, et puis le déclenchement d'une guerre hybride au Donbass, comme on a dit à cette époque. Alors le concept de guerre hybride avait été théorisé l'année précédente par Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe, et donc finalement quand on regarde la manière dont cette guerre était définie, c'est un conflit qui mixe, qui mélange différentes méthodes, des actions militaires, des actions non militaires, notamment dans le registre de la subversion, de la propagande, de ce qu'on appelle la guerre psychologique, mais comme vous l'avez dit, dopée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, par le numérique, pour simplifier. Ça mélange des actions donc ouvertes et non ouvertes, couvertes, c'est-à-dire clandestines, semi-clandestines, et en fait, c'est une guerre qui est simultanément menée selon différentes lignes d'opération dans plusieurs domaines. C'est pour ça que dans les états-majors en France, aujourd'hui, on parle de guerre multidomaine. Ça renvoie finalement à ce concept de guerre hybride. Alors la définition est extensive, c'est un peu ça le problème, c'est que finalement on peut mettre beaucoup de choses derrière guerre hybride, donc ça facilite pas le débat et la compréhension des événements. On sait, les logiciens, les philosophes savent que plus un concept gagne en extension, plus il perd en compréhension, plus il perd en signification. C'est à mon sens le risque de cet emploi immodéré du syntagme de guerre hybride. Alors quand on regarde les choses dans le passé, et même dans le très lointain passé, quand on met les choses en perspective, on peut dire finalement ce qu'on appelle une guerre hybride, ça rappelait ce qu'on appelait autrefois une guerre couverte. Pensez au début de la guerre de 30 ans, la France n'y participait pas directement, mais elle alimentait en fond un certain nombre d'alliés. Donc on disait que la France était engagée dans une guerre couverte dans cette affaire. On parlait également de guerre irrégulière, c'est un terme qui est adéquat également, avec notamment l'emploi de ce qu'on appelle des proxies, des forces par procuration. C'est vrai que je n'avais pas vu cette facette précédemment, mais bon, on le sait, au Donbass, vous avez des affidés du Kremlin qui sont équipés par l'armée russe, qui sont entraînés par l'armée russe, et puis qui, prétendument, mènent leur propre guerre pour leurs propres objectifs. Et donc, c'est ce qu'on appelle des irréguliers. Et finalement, en guerre hybride, ça ouvre sur l'idée de guerre irrégulière. Alors, l'objectif de ce type de guerre, c'est surtout là-dessus qu'il faut se focaliser, parce que ces différentes méthodes, finalement, dans tout conflit, on les voit mises en œuvre, mais le dosage n'est pas forcément le même. L'objectif, c'est de manœuvrer dans ce qu'on va appeler la zone grise, ce qu'on appelle ici la zone grise. L'idée, c'est de manœuvrer tout en restant en deçà du seuil de réaction collective. Par exemple, activation de l'article 5 dans le cadre de l'OTAN. De rester en deçà d'un conflit ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, la zone grise, c'est cette zone où les perceptions se brouillent, où le doute naît finalement, qu'est-ce qui est à l'œuvre, qu'est-ce qui se passe, et ça offre à l'agresseur la possibilité de nier son engagement. C'est ce qu'on appelle le déni plausible. Alors ça revient souvent, ça aussi, aujourd'hui, le déni plausible, mais quand on regarde, j'ouvre une brève parenthèse, quand on regarde l'action de la Russie aujourd'hui en Ukraine, c'est plus du déni plausible, c'est un mensonge flagrant. Je pense que nul n'est abusé, seuls ceux qui veulent l'être le sont dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a quand même eu un doute, début 2014, quand on regarde
dirigeants, ils ne voulaient pas véritablement le croire, ils pensaient qu'on était passé à une autre époque, que les conflits désormais c'était avant tout d'ordre géoéconomique, des questions de technologie souveraine, de réserve de change, mais on n'arrivait pas à penser, en tout cas semble-t-il, à la direction des pays occidentaux, que des conflits puissent se dérouler comme autrefois pour contrôler des territoires, pour contrôler des populations. Donc toujours est-il qu'il s'agit de manœuvrer dans cette zone grise en évitant l'escalade, en évitant une réaction collective, mais avec comme objectif de réaliser des gains sur le terrain, des gains tactiques, voire des gains stratégiques. Parce qu'une addition de succès tactique, il y a un moment où ça se transforme en gains stratégiques. Donc voilà pour le concept de guerre hybride. Alors sur l'Ukraine, comme poste avancé de la guerre hybride, finalement l'Ukraine, ça a été le lieu d'application de cette doctrine Gerasimov qui avait été théorisée l'année précédente, en 2013. Mais il faut quand même préciser sur cette doctrine Gerasimov qu'en fait c'est une facilité de langage, elle n'existe pas à proprement parler, parce que Gerasimov, ce qu'il faisait dans ce discours devant des officiers, c'est qu'il décrivait prétendument, la guerre que l'Occident prétendument menée à la Russie. C'est-à-dire finalement pour lui, la guerre hybride, c'était une amplification de ce que l'on appelle en Russie les révolutions de couleur. Et le terme qui est employé par les stratèges russes pour désigner le type de guerre qu'ils mènent en Ukraine, c'est une guerre non linéaire ou encore une nouvelle guerre, tout simplement. Le nouveau type de guerre, nouvelle guerre, c'est le terme qui est apparu dernièrement. Alors cette expression, comme je vous l'ai dit précédemment, au départ des événements, elle me semble adéquate, puisque effectivement les dirigeants occidentaux étaient pris dans le brouillard de la guerre avec ces petits hommes verts, une armée fantôme qui menait une guerre occulte. Mais donc en vérité, le voile s'est déchiré rapidement. Il était déjà déchiré au moment où les accords de Minsk ont été négociés, donc entre septembre 2014 et février 2015, puisqu'il y a un Minsk 1 et puis un Minsk 2. Et je l'ai dit précédemment, nul n'était dupe à cette date. Alors l'espoir du côté des dirigeants occidentaux avec les accords de Minsk, c'est que cette guerre quasiment ouverte, à partir de l'été 2014, l'engagement militaire russe était flagrant, c'était l'espoir que cette guerre se transforme en un conflit gelé. Alors en fait, les conflits gelés, ça n'existe pas véritablement. Le terme le plus adéquat, ça serait peut-être guerre suspendue. Et comme le dit Paul Valéry, je crois que c'est dans La crise de l'esprit, une guerre suspendue, ça n'est jamais qu'une guerre reportée. Et on l'a vu d'ailleurs il y a un an au Haut-Karabakh. Et quand on regarde la situation en Ukraine, le fait est que l'hostilité n'a jamais cessé. En fait, c'est devenu ce qu'on appelait déjà bien avant un conflit de faible intensité, avec des pics à plusieurs reprises. Et il n'y a pas eu d'escalade verticale depuis, mais peut-être que ça va se passer. En revanche, il y a eu une escalade horizontale. Ce que je veux dire, c'est que l'hostilité, elle a investi d'autres domaines d'activité. Donc là, on retrouve finalement le champ de tout ce qui est couvert par l'expression de guerre hybride. Donc là, il suffit de penser déjà aux guerres du gaz, ce qu'on appelait les guerres du gaz au cours des années 2000, et qui est prolongé aujourd'hui avec la mise en œuvre du Nord Stream 2. Il y a également tous les conflits commerciaux, une sorte de guerre économique commerciale qui avait été déclenchée dès l'été 2013 pour dissuader l'Ukraine de signer un accord de partenariat et d'association avec l'Union européenne. Bref, ce à quoi on assiste, c'est une extension du domaine du conflit. Et la Russie qui mène ce qu'on pourrait appeler une stratégie intégrale, on avait un petit peu oublié ça, après la guerre froide, mais donc une stratégie qui comprend plusieurs volets. Il y a un volet militaire, mais il y a également un volet économique, commercial, il y a tout l'aspect propagande, subversion. Et donc, je pense que pour résumer la chose au mieux, il faut convenir du fait que l'Ukraine est en guerre, tout simplement, plutôt que d'ergoter sur la notion de guerre hybride. Alors, troisième point, je pense que je vais tenir les délais. Oui. Troisième point, quels objectifs? Alors là, on a une interrogation incessante de la part des dirigeants occidentaux. Parfois, ça se transforme en des analyses finalement déréalisantes. On a l'impression que la stratégie finalement se transforme en sémiologie, que Clausewitz devrait s'effacer devant Roland Barthes, et tout cela ne serait qu'échange de signes.
c'est quelque chose qui revient souvent. Une simple gesticulation, c'est du chiquet, on joue au poker, mais finalement, rien d'essentiel ne serait en jeu, comme si on ne voulait pas voir la vérité effective des choses, ou alors comme si on se résignait à ce que j'appellerais le faux tragique. C'est-à-dire, c'est grave, l'heure est grave, mes amis, mais ça n'est pas si grave. Et ça va quand même bien se terminer, au bout du compte, il suffit de faire un petit peu de place autour de la table, le grand banquet de la nature, à Poutine, on lui fera un peu plus de place, et ça va aller, il sera content, il va se lever de table une fois qu'il n'aura plus faim. Alors ce qui est établi, ce qui est de l'ordre du constat, c'est que les Russes ont établi une position de force sur la frontière. Là encore, c'est pas la peine de se perdre dans le décompte, on a un certain nombre d'estimations, puis qu'on voit quand même l'inquiétude qui gagne les différents gouvernements occidentaux, y compris ceux qui sont réputés les plus complaisants à l'occasion avec la Russie, on peut penser qu'ils disposent d'informations que nous n'avons pas, mais qui sont suffisamment inquiétantes pour susciter justement leur inquiétude. Donc les Russes ont établi une position de force qui ouvre le champ des possibles. Les options stratégiques sont multiples, dont la guerre de haute intensité. C'est véritablement quelque chose dont il faut se soucier. La Russie a déjà montré qu'elle pouvait passer à l'acte. Il suffit de se reporter à 2008 et à 2014. Et si on se reporte à cette expérience historique récente, à chaque fois, les manœuvres ont servi de couverture pour une offensive. Alors si je veux imaginer la chose, on pourrait dire que la Russie lève son poing en permanence, menace de l'abattre. On ne sait pas exactement quand est-ce que ce poing va s'abattre. La Russie teste le dispositif adverse. La Russie teste les réactions des alliés, des partenaires de l'Ukraine. Et si une fenêtre de tir se s'ouvre, eh bien, elle en profitera. Elle s'engouffrera dedans. Et de toute façon, en politique, quand on a le sens de ce qu'est la haute politique, il faut toujours prévoir le pire, ne serait-ce que pour qu'il n'advienne pas. Alors pourquoi ? À quelle fin ? Quels objectifs politiques ? Souvent, quand on traite de la chose, ce qui est mis en avant, c'est des objectifs négatifs. Finalement, la stratégie, la géopolitique, en général, elle vise d'une part à contrôler, d'autre part à contrer. À contrôler, ce sont les objectifs positifs, des objectifs de possession, d'acquisition, et puis ce qu'on appelle les objectifs ou les buts négatifs d'une stratégie, c'est dissuader, c'est empêcher, c'est interdire. Donc souvent on insiste sur cet aspect. Finalement, ce que Poutine veut éviter, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça revient à chaque fois. Il y a un petit récit, entre guillemets, qui a été bâti là-dessus. Ça tient en un ou deux paragraphes, la soi-disant trahison de l'Occident après la guerre froide. Et donc maintenant, comment on pourrait dire, la enough is enough, en quelque sorte. Il n'est plus question d'accepter la marche de l'OTAN, l'expansion de l'OTAN. On a l'impression que c'est un processus de conquête, ce qui n'est pas le cas, loin s'en faut. Il y a ce petit récit qui a été bâti, et il y a un mot-clé qui s'impose. On n'aura pas le temps, enfin j'aurai pas le temps dans le cadre de cette intervention de revenir dessus, peut-être qu'on y reviendra après, c'est celui de finlandisation. Ça fait figure de formule magique, il suffit de finlandiser l'Ukraine, et puis il n'y aura plus aucun problème. Alors ce que l'on constate, c'est qu'au fil du temps, et c'est particulièrement flagrant ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que les revendications de Poutine sont de plus en plus importantes. C'est même un véritable ultimatum que Poutine a posé à Biden, à l'administration américaine. Et en fait, les objectifs de Poutine sont plus larges, à mon sens, ne sont pas uniquement des objectifs négatifs. Il ne s'agit pas uniquement d'empêcher l'Ukraine d'éventuellement entrer dans l'OTAN. Il y a des objectifs positifs, c'est-à-dire des objectifs d'acquisition, de possession. Et là, il suffit de se reporter au discours géopolitique. On peut le mettre en perspective déjà sur 20 ou 30 ans. La doctrine de l'étranger proche, il faut bien se rappeler qu'elle a été formulée dès 92-93. À l'époque même de Yeltsin, dès 93, Yeltsin l'avait reprise à son compte. Et ça, c'était avant tout élargissement de l'OTAN, puisque le premier élargissement de l'OTAN, il est décidé en 97 et il est effectif en 1999. Il y avait cette doctrine de l'étranger proche, donc cette affirmation que la Russie, finalement, doit d'une manière ou d'une autre contrôler l'espace post-soviétique. Les différents États successeurs de l'URSS ne sont pas de vrais États et doivent être subordonnés à la volonté de la Russie. Alors plus récemment, et donc là je me reporte à 2014, il y a eu le discours sur le monde russe qui était extrêmement explicite de la part de Poutine, au moment où justement il s'est emparé de la Crimée. Simultanément, il a posé la Russie donc en défenseur des droits des Russes et russophones dans tout pays où qu'ils se trouvent. C'est-à-dire finalement c'est la revendication
revendication d'un droit d'intervention dans les pays baltes, par exemple, en Ukraine, puisque la chose ne se limite pas à la Crimée. Et puis l'État ukrainien, il a été qualifié de pseudo-État. D'ailleurs, ça avait déjà été le cas en 2008, au moment du sommet de Bucarest. On avait simplement reposé donc comme question de principe la possible adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, et ça avait déclenché sa colère, et il avait dit que l'Ukraine n'était pas un vrai État, c'était un pseudo-État, et c'est quelque chose qui a été réaffirmé cet été avec le texte historisant de Poutine sur l'Ukraine, dans lequel il affirme que finalement l'Ukraine n'a pas de raison d'être, et il y a finalement tout ce qui est, pour simplifier, tout ce qui se trouve à l'est du Dniepr devrait être directement rattaché à la Russie. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui sont quand même sûrs quant à la conception géopolitique de Poutine, quant à son intention stratégique, et qui ne peuvent que nous inquiéter quant à la possibilité d'une offensive militaire. Donc ce qui ressort de cette brève analyse, c'est que Moscou veut prendre le contrôle de l'Ukraine, en tout ou en partie. Et la perspective est même plus large, puisque ce qui vaut pour l'Ukraine vaut pour l'espace post-soviétique en général. Alors en conclusion, je dirais simplement que l'enjeu ukrainien est un enjeu majeur, c'est quelque chose qui tombe sous le sens, mais on ne le dit pas suffisamment, en tout cas en France. Il a été trop longtemps sous-estimé. Là, j'ai en tête Marcel Mauss avec ce qu'on appelle un fait social total. Par analogie, je dirais que l'Ukraine est un fait géopolitique total. Quand on commence à travailler sur la question, on tire sur la ficelle et puis tout vient. On s'aperçoit que dans cette affaire, c'est véritablement les représentations, les conceptions géopolitiques de Vladimir Poutine, des dirigeants russes, la grande stratégie qu'ils ont élaborée, destinée à porter ce projet politique qui est la satellisation, la resatellisation de l'espace post-soviétique. Donc c'est véritablement quelque chose d'important que cet enjeu ukrainien. Ce projet politique, il s'inscrit dans une logique de revanche, et c'est quelque chose qui est martelé. Il n'arrête pas de le dire, c'est ça qui est quand même étonnant. On a l'impression qu'on ne veut pas les entendre, on parle toujours de dialogue alors que le terme n'est pas adéquat, mais ils laissent tomber. Au minimum, ça laisse à penser qu'on cherche à comprendre ce que veut l'autre. Ils passent leur temps à nous dire ce qu'ils veulent et on refuse de les entendre, on refuse de les écouter. C'est une logique de revanche. En fait, la Russie se pose comme une puissance révisionniste, comme ça a été le cas à d'autres périodes dans l'histoire. C'est un pays qui n'est pas satisfait de l'ordre international, qui est prêt à le remettre en cause, y compris en ayant recours à la force armée. Pour prendre encore une autre expression, on pourrait parler d'État perturbateur. L'amiral Castex disait que, c'est entre autres le fondateur de l'IHEDN, l'amiral Castex disait qu'à toute époque, il y avait ce conflit au moins latent entre d'un côté les États conservateurs, ceux qui sont satisfaits de l'ordre des choses et qui veulent le maintenir, et les États perturbateurs, donc les puissances révisionnistes finalement, qui elles ne sont pas satisfaites et sont prêtes à remettre en cause l'ordre international en ayant recours à la force armée. Et au total, là encore on retrouve l'insuffisance du concept de guerre hybride qui nous détourne de l'essentiel. À mon sens, nous sommes bel et bien dans une nouvelle guerre froide, au sens de état hybride de paix-guerre. Bien sûr, ce n'est pas la reproduction à l'identique de la guerre froide, de ce que Georges-Henri Choutou appelle la guerre de 50 ans. Mais on pourrait dire la même chose pour n'importe quelle guerre. La guerre de 1914-1918, ce n'est pas la reproduction à l'identique de la guerre de 70-71. Est-ce qu'il faut en déduire que ce n'est pas une guerre? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Nous sommes bel et bien dans un état hybride de paix-guerre, donc à ce que l'on appelle une guerre froide, et nous sommes même au bord d'une rupture d'équilibre, et en cela, l'enjeu ukrainien a véritablement quelque chose de destinal, d'historial, dirais-je. Et c'est sur ce point que je terminerai en espérant ne pas avoir abusé de mon temps de parole. De 5 minutes, ok. Mais écoutez, je vais sans commenter donner la parole à Nicolas Tenzer, qui, j'espère, réagira sur les propos de Jean-Sylvestre Montgrenier et peut-être aussi approfondira toute cette notion des guerres hybrides. Donc on a en fait deux thèmes qui sont, comment dirais-je, qu'ils sont plus ou moins inséparables à l'heure qu'il est.
c'est d'une part, plus généralement, ce que c'est la guerre hybride et concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine qui, bien sûr, tout ce qui se passe, c'est la meilleure illustration de la guerre hybride. Voilà. Merci Galia. C'est un grand avantage que de parler après Jean-Sylvestre Montgrenier parce qu'il a déjà à peu près tout dit. Maintenant, je vais essayer de reprendre un certain nombre de concepts. Et commencer peut-être par un constat qui me paraît nécessaire d'avoir à l'esprit, qui est que jusqu'à présent, depuis 22 ans, Vladimir Poutine a toujours gagné la guerre. Il l'a conduit depuis 22 ans. Ça a débuté alors qu'il n'était que Premier ministre, mais ça lui a permis d'ailleurs sans aucun problème de devenir président avec la Seconde Guerre de Tchétchénie. Et ça a continué avec la Géorgie, 20% du territoire est toujours conquis, l'Ukraine, la Syrie, sans parler évidemment de toutes ces actions en Afrique, dans d'autres pays du Moyen-Orient et en Amérique latine. Jusqu'à présent, les Occidentaux n'ont pas répondu à ces attaques, ont laissé faire, et Poutine s'est trouvé encouragé, il l'est toujours aujourd'hui, pour poursuivre l'offensive en Ukraine et partout dans le monde. Je ne dirais pas que les Occidentaux n'ont rien fait, il y a eu certes certaines sanctions, deux régimes de sanctions, à la suite de l'annexion illégale de la Crimée et de la non-application des accords de Minsk, mais ces sanctions, au regard de ce qu'a fait Poutine et au regard de sa force actuelle et de sa domination totale sur l'État russe, ne sont que piqûres de mouche. Je crois qu'il faut nécessairement avoir cela. Et quand on prend les différents composants de ce qu'on appelle, je suis aussi peu confortable avec le terme que Jean-Sylvestre Montgrenier, la guerre hybride, c'est exactement la même chose. Parce que la guerre hybride, ou ce qu'on appelle la guerre hybride, se manifeste par une série d'attaques guerrières, et le terme guerre est beaucoup plus important que le terme hybride dans cette histoire. Songeons à l'assassinat sur le sol européen d'un certain nombre de personnes, qu'il s'agisse d'ailleurs de dissidents tchétchènes, d'opposants à Kadyrov. La Tchétchénie est partie intégrante de la Fédération de Russie, il ne faut jamais l'oublier. D'anciens agents russes. Songeons également, Litvinenko, tentative d'assassinat sur Skripal. Songeons également à l'explosion du dépôt de munitions de Vrepnice en République tchèque, qui a fait 2 victimes tchèques quand même, et un certain nombre d'autres actes qui sont aussi importants. Songeons également à l'interférence qui a été d'ailleurs un grand succès en 2016 dans l'élection américaine, interférence en France, interférence au Royaume-Uni avec le Brexit. Songeons également, j'en connais un petit bout, à l'ensemble des attaques sur le plan judiciaire contre un certain nombre de personnalités, non seulement en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce qu'on appelle parfois le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation, c'est une petite partie du lawfare, disons application du droit comme arme de guerre. Songez également à l'ensemble des actions de propagande et à un phénomène qui me paraît aujourd'hui la composante majeure de cette guerre de Poutine, et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, qui est la corruption. L'arme de la corruption est une arme de guerre. Je ne parle pas uniquement ici de la corruption d'un certain nombre d'oligarques russes et de personnalités qui sont dans le premier cercle de Poutine, j'en ai déjà parlé dans ce théâtre en faisant référence au livre exceptionnel de Catherine Belton, Putin's People, mais également de la corruption d'un très grand nombre de personnalités en Occident et aux États-Unis. Ces personnalités, si l'on regarde le droit positif, ne sont pas nécessairement, et c'est presque pire, légalement corrompus. Quand vous avez un certain nombre de dirigeants occidentaux, ou d'anciens dirigeants occidentaux, que ce soit M. Schröder, que ce soit M. Fillon, que ce soit Mme Kneissl, que ce soit M. Osborne, au Royaume-Uni, il y en a quelques autres, qui travaillent au vu et au su de tout le monde pour des sociétés russes, ce n'est pas de la corruption, légalement. Mais justement, le problème, c'est que ça n'en soit pas. Si l'on regarde un certain nombre de personnes qui, on peut le supposer, on ne peut pas le dire, et je ne donnerai évidemment pas de nom, travaillent en fait pour pousser l'agenda russe, d'une manière que j'essaierai de détailler parce qu'elle est particulièrement sournoise,
en faisant en sorte que l'Occident ne réagisse pas. Et là, je ne parle pas justement des extrêmes, mais je parle d'un certain nombre de personnalités qui sont bien placées auprès des cercles de pouvoir européens, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, peut-être aux États-Unis, en Autriche, en Italie, etc., et qui font tout pour qu'il y ait des réactions minimales aux entreprises guerrières de Poutine, et qui sont vraisemblablement payés pour ce faire. Contrat de communication, contrat de consultant, contrat de lobbying, c'est légal, parfaitement légal. Je me dis que l'Occident est en train, petit à petit, de renoncer à toutes les armes qu'il a pour combattre cette menace, qui est la menace du régime russe. Je ne sais pas employer le terme de menace russe. La Russie n'est pas une menace en tant que telle, c'est le régime, bien sûr, qui est une menace, ou bien sûr aussi du régime chinois et d'un certain nombre d'autres régimes du même genre. Et je crois que la réalité et la vraie composante de cette guerre qui, effectivement, conduit à ce qu'il n'y ait pas de réaction, Jean-Sylvestre Moncognier l'a parfaitement dit, qu'il n'y ait pas de réaction suffisamment forte, c'est un des objectifs de Poutine qui vise à réaliser quelque chose comme une sorte de prophétie autoréalisatrice qui est, vous voyez, cet Occident, entre guillemets, efféminé, gay, etc., toujours avec beaucoup de guillemets, évidemment, cet Occident-là, regardez-le, il est là, il est faible, il est couard, il ne réagit pas. Et donc comment pouvez-vous avoir du respect pour cet Occident qui finalement s'incline devant la force dès que je montre en quelque sorte un tout petit peu de tempérament dans mes entreprises guerrières. Et là-dessus, il faut faire extrêmement attention aux mots, parce que quand on voit ce qui s'est passé, et ce que se passe d'ailleurs toujours ces jours-ci, avec, disons, la menace. Je ne sais pas si elle se réalisera. Mais en tout cas, il y a une menace claire d'une poursuite de la guerre en Ukraine, cette fois-ci sous une forme de haute intensité, comme l'Ukraine l'a connue d'ailleurs en 2014-2015. Il n'y a pas d'un projet d'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine est déjà envahie, il faut le rappeler quand même tous les jours. Et quand on voit les réactions des dirigeants occidentaux ou d'un certain nombre, alors certes, on va dire, ils commencent à durcir un peu le ton, ils disent que c'est inacceptable. Mais on a vu quand même des réactions assez étonnantes, notamment une personnalité américaine importante qui a dit « Oui, mais si Poutine attaque, alors on n'acceptera pas Nord Stream 2. Renversons la proposition. Est-ce que ça veut dire que du coup, s'il n'attaque pas, on va l'accepter? Alors qu'on connaît tous les dangers de cet oléoduc. Et vous avez même eu, le 30 novembre, dans une conférence de presse, le secrétaire général de l'OTAN, qui dans un de ses rares propos probablement mal calibrés, a dit « Mais bien sûr, nous n'interviendrons pas, parce que l'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, nous ne pouvons pas appliquer l'article 5. » Mais à partir du moment, pourrais-je lui rétorquer, je l'ai fait par écrit déjà dans un papier, on dit que l'attaque contre l'Ukraine est une menace directe contre les autres démocraties, y compris les démocraties européennes déjà membres de l'OTAN, pourquoi ne pourrions-nous pas dire que l'OTAN est parfaitement fondée à protéger, y compris le cas échéant militairement, l'Ukraine? Après tout, nous sommes intervenus dans l'ex-Yougoslavie, enfin, l'OTAN est intervenue dans l'ex-Yougoslavie, et l'ex-Yougoslavie n'était pas membre de l'OTAN et ne pouvait pas se faire appliquer l'article 5. L'article 5, je le rappelle pour tout le monde, qui est la garantie d'assistance mutuelle en cas d'attaque sur un des pays membres. Et donc, vous voyez déjà que le discours commence à changer. Et on voit encore aujourd'hui des gouvernements qui disent « oui, il faut continuer à discuter ». D'abord, on n'a jamais arrêté de discuter. La France en particulier, ou l'Allemagne, ou même les États-Unis n'ont jamais arrêté de discuter avec Poutine. Mais discuter, pour quoi faire? Et je pense que derrière, vous avez tout ce que j'avais pu appeler à un moment la propagande douce qui se met en œuvre, qui consiste à dire, mais finalement, nous n'avons pas à réagir. Et est-ce bien la peine de risquer une guerre pour défendre l'Ukraine? Finalement, ce qui est important, en fait, ce sont les grandes nations. C'est ce que dit ce discours de propagande douce. C'est pas ce que je dis moi, bien sûr.
Et on s'aperçoit qu'on retrouve un certain nombre de vieux schémas de ce que j'avais pu appeler la géopolitique archaïque qui se mettent en place. Il y a des nations qui sont importantes, et d'autres, ces petites nations dont parlait Kundera, qui ne le sont pas. Ces petites nations, finalement, on pourrait leur appliquer l'adage « vae victis », malheur aux vaincus. Et je pense qu'en faisant cela, et en commençant à entrer dans ce discours, Poutine parvient d'une certaine manière, par la faute de l'Occident, à atteindre un de ses buts. Et je compléterai peut-être là-dessus ce qu'a dit Jean-Sylvestre Montgrenier sur les objectifs de Poutine. Objectifs territoriaux, ça a été parfaitement dit, je suis évidemment totalement d'accord. Évidemment, contrôler totalement, assimiler, récupérer tous les territoires peu ou prou russophones. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui consiste, de la part du régime russe, à vouloir détruire fondamentalement les règles de base de l'Occident et notamment de la démocratie libérale. Ça commence par le droit international, qui est bafoué ouvertement, non seulement avec l'annexion illégale de la Crimée, qui est même la première annexion sur le sol européen après les Sudètes par Hitler, avec d'ailleurs un discours sur les russophones qui fait écho à celui sur les germanophones. On retrouve un certain nombre de points, même si je n'aime pas trop pousser jusqu'au bout les comparaisons historiques. Mais aussi en détruisant le droit international. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est, je le cite toujours parce que pour moi c'est quelque chose de fondamental, même dans ma culture personnelle, ce que je disais, l'ancien grand rabbin d'Israël, Israël Mello, qui parlait de Shoah à propos de la Syrie. 1 million de morts, essentiellement par le régime de Poutine, par le régime d'Assad, pardon, et en plus par le régime, évidemment, de Poutine et le régime iranien. Avec plus de crimes de guerre répertoriés que même les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité de l'État islamique en Syrie ont été opérés par le régime russe. Quelle indifférence! Et je crois que c'est là aussi cet objectif de destruction de la base, de la colonne vertébrale de nos principes et de nos valeurs. Et derrière, vous avez un projet idéologique, probablement placé sous le signe de l'absence de futur, du no future, comme on dit. Parce que derrière, et c'est pour moi la seule limite, peut-être, et j'ai fait un long papier là-dessus très récemment, sur la comparaison avec la guerre froide. Il y a beaucoup de points de divergence, il y a quelques points de convergence. Mais il y a un point de convergence, mais justement qui n'est pas perçu à travers même, à mon sens, l'utilisation de l'analogie. C'est qu'il y a derrière le projet de Poutine, et ça fait partie de cette guerre dite hybride, qui est une guerre idéologique. Tout le monde dit, voilà, après la disparition du communisme réel, du communisme réalisé de l'Union soviétique, il n'y a plus d'idéologie lourde à mettre en face des démocraties libérales. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que vous n'avez pas, évidemment, de manifeste du Parti communiste ou de petits livres rouges du temps de Mao, de petits livres verts façon Kadhafi. Vous n'avez pas, évidemment, ce genre de discours. Mais vous avez toute une composante de l'idéologie poutinienne qui est extrêmement présente, qui est une sorte de syncrétisme assez bâtard et quand même extraordinairement sommaire, fait de nationalisme, d'antisémitisme, de soviétisme, d'impérialisme, de rasianisme, enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dans cette espèce de tambouille indigeste. Mais il y a bien une guerre idéologique. Il y a bien derrière un projet idéologique, et qui est un projet de guerre, qui est un projet de confrontation, qui peut être d'ailleurs aussi instrumentalisé et utilisé par d'autres puissances, comme la Chine, qui d'une certaine manière poursuivent aussi cet objectif. Et je crois que dans cette composante de cette guerre multiforme, dite guerre hybride, cette composante idéologique est absolument fondamentale. Elle explique pourquoi. Et aussi, Poutine fait tout pour détruire non seulement les règles du droit international, je l'ai évoqué, mais aussi le concept même de vérité, pour créer une impression de cauchemar, pour qu'il n'y ait plus de repères. Et je crois que c'est une des grandes faiblesses quand l'Occident
ne considère pas la spécificité du régime de Poutine. Il dit, ah oui, mais c'est la Russie, c'est l'État de la Russie, il y a toujours eu des problèmes. Vous savez, il y a eu les tsars, puis il y a eu le régime soviétique, il y a une sorte de continuité. Ces régimes-là, il faut les considérer dans la grande continuité de l'histoire. C'est à la fois vrai et faux, il y a des points communs, mais il y a aussi quelque chose qui serait profondément illusoire et trompeur. Parce que derrière, vous avez cette spécificité de ce régime-là, de ce régime aujourd'hui et maintenant, dans les circonstances présentes, que les dirigeants occidentaux, ou en tout cas un très grand nombre d'entre eux, ne veulent pas comprendre. Ils considèrent que c'est un État normal, que c'est un État avec lequel on peut utiliser, il y a des règles diplomatiques. Et on garde des fictions. Il y a eu les fictions en partie des accords de Minsk, parfois pour des bonnes raisons. Ça a permis effectivement de stopper, disons, la plus dure des guerres à un certain moment, ou de la rendre moins forte. Admettons. Mais la fiction aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel on s'accroche. On dit, ah, mais pas d'intervention en dehors de l'ONU, en Syrie en particulier. On sait bien que le Conseil de sécurité est bloqué par les vétos russes et de plus en plus chinois. Et donc, les dirigeants occidentaux se précipitent dans cette espèce d'univers de fiction. Et je crois que c'est aussi un des risques fondamentaux que nous avons, c'est de ne pas comprendre comment Poutine essaye de détruire, d'araser complètement l'ensemble de ses repères. Et pour terminer, un petit mot quand même sur l'Ukraine et aussi ce qui se passe. Celui qui avait mieux résumé la situation, vous savez, c'était Karel Schwarzenberg, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque, qui disait « Le destin de l'Europe se jouera en Ukraine ». Je pourrais d'ailleurs dire qu'il se jouera aussi en Syrie. Malheureusement, peut-être que c'est déjà passé, je n'en sais rien, mais je considère qu'il faut continuer le combat contre Assad et Poutine, parce que Assad est instrumentalisé évidemment totalement par Poutine et par le régime de Roménie, l'ancien fondé par Roménie, pardon, mais aussi au Bélarus, mais aussi en Moldavie. Le destin de l'Europe ne se joue pas, ou plutôt le destin de l'Union européenne, devrais-je dire, ne se joue pas au sein des pays de l'Union européenne, comme si on pouvait clôturer, dire voilà, maintenant on parle beaucoup de frontières, de protection ces temps-ci, mettre une sorte de barrière, de digue infranchissable qui nous protège au sein de l'Union européenne. Elle se jouera au contraire en Europe, mais en dehors de l'Union européenne. Et je crois que ça c'est un des enjeux de l'OTAN. Aussi de montrer qu'il y a en dehors de l'OTAN, de même qu'il y a en dehors de l'Union européenne, qui finalement va être déterminante sur le futur du continent européen, et notre futur aussi. Mais ça suppose aussi qu'on ait des dirigeants qui connaissent le régime, qui étudient un tout petit peu, qui lisent quelques livres, qui lisent quelques articles, et qui essayent d'échapper à cette tentation de toujours ramener à une forme de normalité ce qui est un phénomène par nature tératologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Écoutez, ce sont des paroles très fortes qui ont été prononcées dans cette salle et je vous propose de continuer le débat avec vos questions. Pour vous, quel est pour vous, en partant de là, il y a des gens qui ont dit que Poutine, c'est un pompiste assis sur une bombe atomique, c'est-à-dire on n'a pas évoqué la notion nucléaire, c'est-à-dire la Russie est une puissance nucléaire et est-ce que c'est pas ça qui fait peur d'abord et puis et c'est pour ça que l'OTAN ne veut pas se confronter, voilà, et partant de là, on a parlé aussi la Russie a parlé des nouvelles armes, etc. Il me semble que François Stom a décrit ces nouvelles armes comme des armes réelles. Il y a des sources qui disent que finalement c'est un petit peu du fake, ça marche pas, ça n'existe pas. La propulsion, je sais plus, la fusée à propulsion nucléaire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Qu'en est-il selon vous? Alors d'une part, le problème de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'on veut pas les taper parce qu'il y a un risque nucléaire. Et deuxièmement, leurs armements magiques, est-ce qu'ils existent ou pas? Et quelle est la menace?
Oui. Alors sur les armements hypersoniques, je me souviens avoir travaillé un temps là-dessus, mais bon, on n'arrive plus à tout retenir à la fin, c'est assez complexe. J'avais travaillé dessus à l'occasion de débats sur le porte-avions. Est-ce que le futur porte-avions serait vulnérable à ce type d'armement? Ce que je sais, c'est que c'est pris au sérieux, hein, et qu'il semble quand même que la Chine, comme la Russie, ait pris une légère avance. Hein. Alors c'est pas une avance incommensurable, mais c'est pas un discours, une pure fiction, hein, un discours autoréférentiel, une pure fiction, loin s'en faut. Ouais. Alors maintenant, est-ce que ça change fondamentalement la donne stratégique? Ça ne modifie en rien les règles de la dissuasion nucléaire si on se place sur ce plan-là. Hein. Il s'agit surtout du point de vue russe, du point de vue chinois, de contourner les systèmes antimissiles américains. Et donc, de toute façon, ces systèmes antimissiles américains, quand ils ont été mis au point, et ça a été repris dans le cadre de l'OTAN, ils ne visaient pas à intercepter une salve de 1000 ICBM, de 1000 missiles intercontinentaux, comme c'était ce que l'on redoutait à l'époque soviétique. Il a toujours été dit que c'était fait pour contrer une puissance proliférante, type l'Iran, qui aurait 2, 3 ou 4 missiles. Il faudrait être capable de les intercepter. Toujours est-il que Russes et Chinois sont en train de développer ces armements hypersoniques. C'est quelque chose à prendre au sérieux, notamment, et c'est là où on revient sur le nucléaire, parce qu'à certains égards, en tout cas si on regarde la parole de Poutine, il brandit le nucléaire non pas comme arme de dissuasion, mais comme arme de coercition. Normalement, le nucléaire, c'est un facteur de blocage. Il s'agit de dissuader l'autre de passer à l'acte. Donc ça vise des objectifs négatifs, comme je le disais tout à l'heure. La différence entre les objectifs positifs et les objectifs négatifs d'une stratégie, théoriquement, on en arrivait à la conclusion selon laquelle les armes de dissuasion ne sont pas là pour être utilisées comme instrument de chantage, instrument de coercition, mais pour garantir la sécurité ultime du pays en dissuadant toute attaque massive. Or, ce qui apparaît, c'était le cas déjà en 2014, c'est que Poutine tend à les utiliser comme arme de gesticulation, comme arme de coercition, et la question que se pose un certain nombre de spécialistes, je crois que c'est notamment le cas de Bruno Tertré, mais je ne veux pas parler à sa place, c'est est-ce qu'il y aurait un certain nombre d'inflexions de la doctrine finalement nucléaire russe. Alors c'est pas encore quelque chose d'attesté, ça se retrouve pas dans les textes doctrinaux qui fondent la dissuasion russe, mais la pratique de Poutine, en tout cas le discours de Poutine, sort des limites de la dissuasion. Alors maintenant, il est évident que c'est pris en compte du côté occidental, et c'est normal. Est-ce qu'une guerre en Ukraine, une escalade, une intervention occidentale pourrait venir finalement nourrir justement une escalade nucléaire et un conflit massif, un conflit dans lequel finalement tout le monde y perdrait, à caractère suicidaire, pour un objectif, un enjeu initialement limité. Mais c'est là où on retrouve le concept de guerre hybride, c'est là où il est quand même opérant. On voit que les Russes sont soucieux de manœuvrer, de progresser, de poursuivre leurs objectifs tactiques et stratégiques en empêchant toute escalade. Donc ils prennent en compte le fait nucléaire, ils prennent en compte le fait qu'il y a quand même un blocage et qu'on ne va pas utiliser l'arme nucléaire pour une arme absolue, si vous voulez, pour un enjeu limité, relatif. Et c'est justement pour ça qu'ils cherchent malgré tout à restaurer un art de la manœuvre, à restaurer un art de la guerre qui permettent d'atteindre ces objectifs dans ce type de situation sans pour autant provoquer une escalade nucléaire. Donc si les Russes, c'est là où je vais en arriver, excusez-moi c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu sinueux, si les Russes arrivent à mettre sur pied ce type de doctrine et à enregistrer des gains, moi ce que je me demande c'est pourquoi les Occidentaux ne pourraient-ils pas. On n'a pas à s'auto-paralyser, il ne faut pas que l'arme de dissuasion devienne une auto-dissuasion. Sous prétexte qu'il y a du nucléaire, on serait réduit à la totale impuissance, il n'y aurait plus aucune stratégie d'action, il faudrait simplement espérer que la seule existence de l'arme nucléaire, son caractère existentiel, suffise à assurer la paix. Ça, on sait que ça n'est pas le cas. Il y a quand même toujours possibilité de guerre. En revanche, on estime qu'il y a quand même un blocage pour l'escalade. Donc, je pense qu'on a des marges d'action. Et d'ailleurs,
c'est quand même un peu ce que l'on emploie en Ukraine jusqu'ici, et là-dessus, les Russes ont bien vu la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus fort à l'intérieur de l'OTAN pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte, et on cherche à tourner ça à travers des relations bilatérales plus fortes. Donc il y a des livraisons d'armements américains à l'Ukraine, il y a aussi un partenariat de défense entre l'Ukraine et la Turquie qui se développe, et il semble que ça soit entre autres ce qui inquiète également Poutine, c'est que pour partie sa manœuvre échoue. Certes, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais l'OTAN, de manière indirecte, à travers certains de ses membres, à travers des relations bilatérales, malgré tout parviendrait quand même à renforcer l'Ukraine, à la consolider, ce qui viendrait déjouer le projet de Poutine. Donc il y a des marges de manœuvre, en dépit du nucléaire, on les exploite en partie, et il y a certainement encore des marges d'action d'un point de vue occidental. Même si l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un dossier qui est bloqué, parce que le fait est que les différents pays, la décision se prend par consensus, donc à l'unanimité, et il n'y a pas de consensus sur la question. En revanche, il y a bel et bien possibilité de consolider l'Ukraine sur un plan économique, sur un plan politique, diplomatique, sur un plan militaire. C'est ce que l'on a déjà entamé, et il ne faut surtout pas arrêter ce travail-là. Il faut tenir bon, il ne faut pas flancher face aux menaces de Poutine. Il ne faut pas non plus peut-être faire des gesticulations qui auraient un effet complètement contre-productif, et puis s'engager dans une fuite en avant, mais c'est certainement pas ce qui nous menace. Je ne pense pas qu'on ait besoin de s'inquiéter de la chose, mais il ne faut certainement pas renoncer aux relations bilatérales. À défaut de défendre l'Ukraine, pour dire les choses plus simplement, au minimum, il faut lui donner les moyens de se défendre. Et ça, c'est quelque chose qui est imparable sur le plan du droit, sur le plan de la logique. Alors ça ne suffit pas, bien sûr, à fonder un rapport de force et à impulser une politique dans la durée, mais ça devrait vraiment être notre ligne directrice. Oui, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que en termes d'analyse du discours, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien de la part de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de ces récits de propagande douce que ces propagandistes ici en Europe reprennent, qui est, si vous réagissez, vous risquez, et vous serez fautifs, vous occidentaux, vous risquez une troisième guerre mondiale. C'est jouer à nous faire peur. Et il est évident que Poutine sait très bien agir là-dessus, et que souvent, avec faute d'arguments, les gens ici, les propagandistes doux, disent « mais vous voyez, c'est une menace terrible », ce qui est vrai. Je veux dire, il y a une modernisation majeure de l'armée russe au cours des 10 dernières années, c'est tout à fait réel. Il y a des nouvelles armes à l'étude, qui se font d'ailleurs au détriment, tout ce travail et cet argent englouti se fait au détriment de la population russe, il faut toujours le rappeler aussi. Mais si on commence à répondre à cela en disant dans ce cas, il n'y a qu'une seule voie, c'est négocier jusqu'au bout, céder, et puis s'interroger, est-ce que ça vaut bien la peine de défendre l'Ukraine, etc. Là, on donne raison à Poutine et on rentre complètement dans son jeu. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ma question sur la définition de guerre hybride. Est-ce que ce n'est pas typiquement russe, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres États qui, dans l'histoire, dans le monde, pratiquent ce type de guerre? Et j'ai quand même l'impression, pour aller souvent en Russie, que je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours penser à un joueur d'échecs. C'est-à-dire qui avance sur son plateau avec ses pions, qui les fait monter comme ça sur dans différents domaines. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que la définition de la guerre hybride? Deuxième question, est-ce que les Occidentaux, on a l'impression parfois qu'ils sont naïfs, qu'ils sont divisés. Vous disiez que Poutine est en train de gagner toutes les guerres qu'il a menées depuis 22 ans. Mais est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est une fatalité parce que chez les Occidentaux, il y a des différences majeures entre un Balte et un Français, par exemple, sur cette question-là, l'attitude à avoir par rapport à Poutine, par rapport à la Russie. Et puis, est-ce que, par exemple, là, ces derniers jours, on ne fait pas preuve un peu de naïveté en agitant, en tombant dans le piège qui est d'agiter cette soi-disant menace est-ce qu'il faudrait mieux tout simplement ne pas en parler? Dire, voilà, on le laisse s'agiter à la frontière de l'Ukraine, mais parce que lui-même ne veut pas qu'on en parle. Voilà. Bon,
Vous voulez commencer? Je vais. Alors, sur la question de la définition de la guerre hybride, je ne sais pas s'il y a une bonne définition. Même d'autant plus que nous sommes l'un et l'autre parfois un tout petit peu réticents sur le concept. Pour moi, la définition, ce qui serait une définition de la guerre hybride, c'est uniquement quelque chose de très banal, qui est l'utilisation de toutes les formes d'attaque possibles contre l'Occident pour obtenir ou réaliser les objectifs de guerre que l'on s'est fixés. Et donc, on joue sur toutes les palettes possibles. Mais ça reste par définition vague, puisque ça reste ouvert, et qu'on n'a pas, je veux dire, c'est pas un concept fermé. Demain, il est très possible que M. Poutine ou M. Xi Jinping ou quelqu'un d'autre invente de nouvelles techniques. Là, on parle beaucoup récemment avec ce qui s'est passé à la frontière entre notamment la Pologne et le Bélarus, ou la Lituanie et le Bélarus, ou la Lettonie, etc., de l'utilisation comme arme de guerre hybride de la migration. Bon, alors en plus... Et là, je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que, d'abord, il n'y a pas de crise migratoire, hein, il y a eu uniquement une exploitation et une traite de ces pauvres migrants par ce régime du Bélarus, avec l'aide de régimes complices comme la Russie de Poutine et la Syrie d'Assad, notamment. Il n'y a pas que ces pays-là, plus évidemment un certain nombre d'organismes corrompus qui évidemment se mettent dans ce genre de trafic. Le régime bélarus en profitant évidemment, ou les oligarques du régime bélarus en profitant évidemment au passage. Mais il y a une forme, je dirais, de guerre hybride, en ce sens que par ce biais-là, disons qu'on, comme on dit, on attrape deux oiseaux avec une seule pierre, comme on dit en anglais. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté, on focalise l'attention. J'en ai beaucoup parlé, je me rappelle, à Vilnius il y a un mois avec les représentants de l'opposition bélarusse autour de Tsvetana Tsikhanouskaya. On détourne l'attention sur ce qui se passe au Bélarus, on détourne l'attention d'ailleurs sur la complicité totale entre Loukachenko et Poutine, sur tous les crimes commis là-bas, la répression féroce, pour se concentrer sur cette question-là. Et deuxièmement, on essaye de montrer que l'Occident, le régime de Poutine essaye de montrer que l'Occident mou et corrompu, en plus n'est pas fidèle à ses valeurs, parce que, et je pense que là-dessus la Pologne est un tout petit peu tombée dans le piège, parce que du coup ça entraîne une sorte de surréaction, et tout le monde est venu, même des gens à la Commission européenne, à parler de crise migratoire. C'est pas un problème de crise migratoire, c'est un problème d'action brutale, guerrière et inhumaine, qui, à mon avis, peut aller jusqu'à dire que ce sont des actes de torture. D'ailleurs, il y a eu des cas de torture sur ces migrants par le régime bélarusse, au profit d'un objectif bien précis. Et c'est un instrument, pour donner un exemple, c'est un instrument de cette guerre hybride. Il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a toute la palette. Là, parce que je parlais par exemple de l'utilisation du droit comme arme de guerre, avec les procès intentés, la corruption, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose, le fait de payer des agents d'influence, il y a des journalistes en France ou ailleurs qui propagent un discours apparemment doux, mais en fait qui est pro-poutinien, l'interférence dans les partis politiques, enfin, vous avez bien sûr les cyberattaques, partie aussi tout ce qui peut conduire à affaiblir l'Occident, à la fois en termes de moyens, en le désorganisant, cyberattaque, désorganisant ses services publics, en l'affaiblissant, corruption, incohérence dans la défense des valeurs, plus évidemment des formes de guerre beaucoup plus lourdes. Tout ça, ça fait partie de cette palette multiple. Mais donc je ne pense pas qu'il y ait, je dirais, une seule utilisation. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une forme de fatalité? Alors, ce qui est vrai, c'est que vous avez par définition des pays qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, ou des dirigeants qui sont plus sensibles que d'autres parce qu'ils peuvent le mettre, ou ils considèrent qu'ils peuvent le mettre plus facilement dans le discours public, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit évidemment la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, même si les dirigeants n'ont pas toujours été exemplaires en République tchèque, c'est le moins qu'on puisse dire, etc. Ça, c'est très bien. Que par rapport à l'Allemagne et à la France. Et derrière, vous avez aussi quand même
une question qui est la question du leadership. C'est-à-dire de la capacité d'un dirigeant occidental, français, allemand, britannique, italien, espagnol, peu importe, ou américain, à comprendre ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est que si vous interrogez la plupart des gens, je suis sûr, dans la rue, ici à Paris, ou à Rome, ou ailleurs, ou dans nos régions, etc., vous leur parlez de la guerre qui existe depuis quand même bientôt 8 ans en Ukraine, qui existe toujours, même si effectivement elle est en plus basse intensité maintenant. Vous parlez des 14 000 morts, des 1,6 million de déplacés. Est-ce que les gens le savent? Non, ils ne le savent pas, mais ils ne le savent pas aussi. Et là, je reviens à la question des dirigeants. Parce que les dirigeants n'en parlent pas. C'est très frappant de voir, enfin, j'ai vu 2-3 extraits hier, j'avais quelque chose hier soir, mais enfin, l'intervention du président de la République, il n'y a pas eu une seule question sur la question de l'Ukraine. C'est une guerre à 3 heures de Paris. À 3 heures de Paris. Vous n'avez pas eu beaucoup de dirigeants français, François Hollande l'a fait un petit peu, un tout petit peu Emmanuel Macron, mais très peu, qui est alerté sur les crimes contre l'humanité et crimes de guerre massifs en Syrie. Pas plus qu'ils ne font d'ailleurs sur ce qui se passe ailleurs, au Myanmar ou d'autres choses. Mais enfin bon, pour reprendre quand même le pire exemple du XXIe siècle, c'est la Syrie. La pire des choses possibles. Et est-ce qu'ils en parlent? Et donc, si vous n'avez pas de dirigeants qui, à un certain moment, ont cette forme de conscience historique, et là, le problème des dirigeants actuellement, c'est une absence de conscience historique profonde. Si vous n'avez pas cette conscience historique qui les anime, comment est-ce que vous voulez que la population soit alertée et réagisse? Comment voulez-vous qu'elle puisse mettre le débat sur les grands sujets de politique internationale et de sécurité au cœur du débat politique? Et là, c'est une responsabilité. Et c'est aussi une responsabilité négative, si j'ose dire, que de vouloir toujours minimiser les choses. Et je crois que cette espèce de défaut de tragique et de défaut de conscience historique de nos dirigeants est probablement aussi une victoire extraordinaire pour des régimes comme ceux de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping ou d'Assad ou des généraux birmans ou de tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est là, je dirais, où nous sommes particulièrement faibles, et je ne crois pas du tout que ce soit une forme de fatalité historique, pour reprendre votre terme. Je ne crois pas que ce soit une fatalité historique d'avoir en France, en Allemagne ou ailleurs, des dirigeants qui n'ont pas compris jusqu'au bout l'ampleur profonde de la menace pour l'Europe, pour notre système de valeurs, pour notre sécurité. Je trouve qu'un des sujets, mais je ne veux pas en m'étendre plus là-dessus, je trouve que vraiment nous sommes extraordinairement faibles sur les questions que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui est la question de la lutte anticorruption. À la fois de la sanction, et on a des mesures qui ont été proposées par la fondation Navalny anticorruption, contre 35 oligarques ou personnalités proches de Poutine, et dans la corruption interne, où finalement, sur la question russe en particulier, on laisse courir, si j'ose dire, un certain nombre de propagandistes. Mais je crois que la question de Vladimir a été un peu différente, c'est-à-dire ce qu'il voulait aussi dire, c'est que est-ce que nous avons raison d'évoquer sans arrêt la concentration de troupes sur la frontière ukrainienne? Les Russes disent en fait qu'il n'y a pas concentration, aussi concentration il y a, c'est leur territoire, donc c'est pas la peine d'en parler. Est-ce que nous avons raison de tirer la sonnette d'alarme, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas leur donner de l'importance? J'ai bien compris? Oui. Peut-être Jean-Sylvestre? Oui.
Mais s'il y a véritablement menace, que cette menace est en train de s'actualiser, il faut en parler. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'impasse là-dessus, parce que sinon, le présupposé de ça, c'est que finalement, ça serait simplement des gesticulations, du bluff, c'est pour du faux, et donc on va regarder ailleurs, un peu comme la maîtresse dans la cour d'école, il y a le petit caïd qui fait son numéro, le regardez pas, il fait son intéressant, et ça va s'épuiser tout seul. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit simplement une représentation. Il y a une volonté, il y a une intention stratégique, et s'il le peut, s'il sent que ça faiblit, les résistances faiblissent, il passera à l'acte. Ça, c'est quelque chose dont je suis persuadé. La question, c'est quand, dans quelles circonstances, ou alors est-ce qu'on arrivera à contrer ça, à le dissuader. Mais c'est pas pour du faux, comme disent les enfants dans une cour de récréation. Et donc, on doit en parler. Et je pense que si on en parle en ce moment, c'est quand même justement significatif, parce que ça fait, comme vous l'avez rappelé, on a plutôt tendance depuis des années à pas vouloir en parler, expliquer que c'est un lointain conflit comme dans les Balkans, comme on en parlait à cette époque, c'est pas grand-chose, ils se battent tout le temps là-bas, c'est pas notre affaire. C'était quand même le choix qui était fait par les dirigeants occidentaux le plus souvent. C'était quelque chose de mineur qui pouvait être contenu, et on pouvait parler de choses plus sérieuses, des questions économiques, des questions financières, mais tout ce qui relève de la stratégie au sens classique du terme, de l'usage des armes, de la géopolitique au sens dur du terme, ça c'était vu comme résiduel. Je pense que c'est cet état d'esprit qui a empêché les dirigeants occidentaux pendant longtemps de comprendre le jeu de Poutine. Ils n'arrivaient pas à le croire, parce que pour eux, ça appartenait à une ère historique qui était révolue. Qu'il y ait des conflits entre les nations, oui, mais c'est des conflits, pas des conflits territoriaux, parce que les territoires on a une vision économique des choses, en fait. On est victime aussi de notre économisme. Donc on se dit finalement, ces territoires n'ont pas véritablement de valeur économique, donc on ne voit pas pourquoi on se battrait là-dessus. On ne voit pas pourquoi d'autres voudraient se battre pour des questions symboliques, pour des questions de territoire, pour des questions identitaires. Ce qui compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est la géoéconomie, c'est les rivalités commerciales, c'est les questions technologiques, les questions de réserve de change. Donc il y a bien de la conflictualité, mais c'est ce que Edward Luttwak, le stratège américain, avait appelé la géoéconomie dans les années 90. Et donc Poutine, on ne le prenait pas au sérieux. À mon sens, c'est surtout ça, il n'a pas été pris au sérieux. On a voulu voir dans la Russie un État mafieux, alors qu'il y a une dimension politico-mafieuse certainement, mais on a voulu réduire finalement son projet politique à un aspect purement mafieux. Lui, ça serait un chef mafieux qui serait finalement à l'intersection de différents clans, entre lesquels là, il gérerait un équilibre. Et fondamentalement, si c'est un État mafieux conduit par des mafieux, ça veut dire que leur motivation essentielle, elle serait économique, ça serait le lucre. Ça ne serait pas la volonté de puissance pure, la volonté de dominer, de conquérir, la gloire, tout. Dans tout ça, on n'y croit plus en Occident. Et le problème, c'est que bien souvent, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous sommes nous-mêmes. Et ça fausse notre rapport au monde. Ça, je pense que c'est vraiment, c'est en cela que Poutine n'a pas été pris au sérieux, jusqu'à 2014 au moins. Mais je me souviens de ce que disait Angela Merkel quelques heures avant le rattachement finalement de fait de la Crimée à la Russie. Elle était sortie d'une conversation de 2 heures, je crois, avec Vladimir Poutine. Elle avait dit qu'il était sur une autre planète. Elle réalisait qu'il ne voyait pas du tout les choses de la même façon. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de dirigeants occidentaux qui ne voulaient pas le croire. C'est pas possible. C'est pas possible. On est au XXIe siècle, on raisonne autrement. La guerre froide s'est terminée. La fin de la guerre froide, sur ce plan-là, on pourrait dire qu'elle nous a fait beaucoup de mal. Finalement, celui qui a peut-être le mieux décrit l'état d'esprit qui a gagné les sociétés occidentales postmodernes, c'est Francis Fukuyama, avec sa fin de l'histoire. Souvent, quand on cite Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, on ricane. C'est devenu une sorte de running gag. Mais on pourrait dire que finalement, c'est lui qui a dressé le premier une sorte de psychologie politique à des sociétés occidentales postmodernes au sortir de la guerre froide. L'idée que c'était la fin de l'histoire. Alors, la fin de l'histoire, ça ne signifie pas de la fin de l'écoulement du temps, bien sûr. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas non plus dit que c'était la fin de tout conflit, mais tout ça, ça serait quelque chose de résiduel, et que les sociétés occidentales, elles passaient à autre chose. Alors, on a un petit peu de mal à le qualifier, une sorte d'hédonisme de masse, le sentiment que finalement tout vaut tout, rien ne vaut rien. Il faut toujours le constat de Fukuyama, en fait, il est extrêmement pessimiste. Souvent, on se moque de lui en brossant de lui un portrait d'optimiste invétéré, mais ce qui avait suivi son essai, donc il y a d'abord cet essai qui a été publié, je ne sais plus, ça devait être dans The National Interest, de mémoire, et puis après, il a publié un ouvrage, c'est La fin de l'histoire et
le dernier homme. Hein. Et donc là, c'est les références à Nietzsche, ainsi par les Zarathustra. Et quand on prend cet ouvrage, en fait, c'est une vision extrêmement pessimiste du devenir des sociétés occidentales, qui s'abîment en quelque sorte dans l'économie du loisir, dans la, je crois pas qu'il en parle, mais dans la société du spectacle, finalement, presque à côté situationniste, et puis qui n'arrive plus à percevoir les choses telles qu'elles sont, le monde tel qu'il est. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a faussé notre interprétation, notamment de l'action de Vladimir Poutine, de ce qu'il voulait, de son revanchisme, de l'idée que finalement la fin de la guerre froide, ça n'était jamais que la fin d'une phase, d'un long conflit avec l'Occident, et qu'il fallait prendre sa revanche, qu'il n'était pas question d'en rester là. Hein. Un peu comme les bolcheviks, une fois qu'ils avaient signé la paix de Brest-Litovsk, le 3 mars 1918, Lénine, c'est ce qu'il disait à ses camarades bolcheviques, on échange de l'espace pour gagner du temps, mais on ne renonce pas à notre objectif, la révolution mondiale, le retour sur ces territoires-là, on ne dévie pas, mais simplement on fait un recul tactique parce que le rapport de force, il est ce qu'il est. Il faut au minimum sauver le pouvoir bolchevique, donc on accepte de céder de l'espace, et c'est quand même dans cet état d'esprit que Vladimir Poutine et qu'un certain nombre de dirigeants russes sont. Ils sont dans cette logique de revanche. Alors, au regard de la longue histoire, finalement, il n'y a rien de bien étonnant. Moi, c'est ça qui me frappe. Dès qu'on regarde l'histoire sur des siècles, souvent je dis à mes étudiants, faut pas vouloir marcher avec le siècle, il faut marcher avec les siècles. Dès qu'on met les choses en perspective, finalement, il n'y a jamais rien de bien nouveau. C'est nous, en Occident, on s'est mis en tête que finalement, on entrait dans une ère totalement nouvelle, où tout serait totalement différent, il n'y aurait plus des volontés de revanche de ce type. C'est la principale source de faiblesse, à mon sens. Il y a quelque chose qui s'est passé au sortir de la guerre froide. On a oublié l'art de la guerre, on a oublié l'art de la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est certes une entreprise de persuasion, mais généralement, plus on est fort, plus on est persuasif, et la diplomatie, bien souvent, elle doit être coercitive. C'est pour ça aussi qu'il y a eu l'inflation du terme de dialogue, c'est quelque chose qui m'irrisse à chaque fois, qui me hérisse, mais bon, on a beau le dire, ça ne change rien, le dialogue, c'est une notion philosophique, c'est une notion métaphysique, c'est deux silex qu'on tape pour produire des étincelles, et puis pour essayer de saisir la vérité. Il peut y avoir un dialogue entre des sages de différents pays, de différentes nations, cultures, civilisations, tout ce que vous voulez, mais pour deux PDG de l'automobile qui se retrouveraient pour négocier un partage des marchés, on ne parlerait pas d'un dialogue. Tout le monde dirait que le terme est complètement incongru, et pourtant on l'applique pour la diplomatie. Donc il ne faudrait plus parler du congrès de Vienne, il faudrait parler du dialogue de Vienne, il ne faudrait plus parler de la conférence de Yalta, il faudrait parler du dialogue de Yalta. Quand on utilise a posteriori cette expression, ce terme, on voit bien qu'il est incongru. Mais aujourd'hui, on dit toujours, Emmanuel Macron l'a encore dit, il faut dialoguer. Il ne faut pas dialoguer, il faut négocier, il faut discuter, comme vous l'avez dit, parce que ça fait partie du jeu et de l'épreuve de force. Mais cette diplomatie, elle doit être coercitive. Et ça commence d'abord avec les mots, qu'on arrête de parler de dialogue, grand Dieu. Il y a un aspect dont on n'a pas tellement parlé, sur lequel je voudrais revenir, ou plutôt on en a parlé, mais comme si c'était une action essentiellement dirigée vers les pays occidentaux. C'est la guerre psychologique. Il ne faut jamais oublier que si l'État russe est un État totalitaire, c'est qu'il a éliminé évidemment la diversité d'opinions et qu'il a totalisé quand même des sympathies ou des idéologies comme le nationalisme, bien entendu, à l'intérieur de la Russie elle-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que j'ai eu la surprise, j'ai été interpellé par des correspondants que j'avais complètement perdu de vue récemment, c'était des femmes d'ailleurs, mais ça ne fait pas de différence, et qui m'ont dit, oui, je suis allé à Moscou à plusieurs reprises, et vous vous souvenez de nous, etc. On est très inquiets parce qu'il paraît que Joe Biden veut envahir l'Ukraine et veut être la Russie. Je vous dis ça, c'est arrivé il y a 2 jours. Je vais vous montrer les messages que j'ai reçus. Alors, cette question, quel est le rôle de cette guerre psychologique par rapport à la guerre matérielle, à la guerre des armements que l'on fourmille, etc. Et 3 sous-questions. Est-ce que, quelque part, ça ne serait pas un début d'anxiété de la part de cette opinion, qui est quand même un pilier fondamental de la politique poutinienne? Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas quand même un terrain sur lequel les Occidentaux, ils n'ont pas fait beaucoup jusqu'à présent, pourraient jouer, car
Il n'y a pas de pouvoir totalitaire sans pouvoir totalisant, si je puis dire, sur ce capital de nationalisme, de sympathie, quelque part. Et il ne faut jamais oublier que il y a eu une étude qui a été faite récemment sur la dernière guerre. Elle a été en grande partie gagnée par le contre-espionnage. Quelle dernière guerre? Seconde Guerre mondiale ou... Oui, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà mes questions et sous-questions. Bon. Vous commencez, Nicolas? Oui, alors, je pense que sur les dimensions de la guerre psychologique, et d'ailleurs, sur peut-être plus généralement, ça me ferait peut-être un point que j'ai un peu oublié tout à l'heure, de la question aussi de la réponse à la guerre hybride de Poutine. Bon. Il y a deux dimensions. D'abord, il y a manifestement, vous le savez évidemment autant que moi, il y a évidemment une action à l'intérieur du régime russe qui est très forte. C'est-à-dire que, bon, on le sait, on ne va pas le reprendre, on voit très bien ce que les canaux de télévision diffusent, les énormités auxquelles vous faisiez allusion, évidemment, qui sont diffusées, qui sont... alors, est-ce qu'elles sont véritablement crues par une majorité? Certainement pas. Par la jeunesse, probablement de moins en moins, parce que la jeunesse a d'autres sources d'informations, même s'il y a de plus en plus de contrôle d'un certain nombre de réseaux sociaux, de canaux, de diffusion, mais on n'est pas non plus dans le système chinois de muraille de Chine, c'est le cas de le dire, absolu. Donc il y a évidemment cette composante-là, je pense, qui est très importante, mais sur lesquelles nous-mêmes, et je pense que c'est la limite aussi de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que, j'écris dans le dernier papier d'Escrucy, c'est que, si j'ose dire, l'action d'influence multiple de la Russie, chez nous, enfin dans les démocraties occidentales, elle entre comme dans du beurre. Et qu'elle dispose de tous les moyens, elle peut avoir des relais au Parlement, au sein des gouvernements, des conseillers, des ONG, des think tanks, des universitaires, des journalistes, bon. Tout ça, bon, nous, de notre côté, si nous voulons mener la contre-offensive, c'est pour ça qu'elle est asymétrique, mais au bénéfice du régime russe ou du régime chinois, ou d'autres, nous n'avons pas cette capacité. Parce que c'est très... Enfin, pas cette capacité au même niveau. Parce qu'on ne peut pas aller... d'abord, les think tanks, les agents de l'étranger de plus en plus pour les différentes fondations, organisations des droits de l'homme ou mémorielles ou autres, elles sont de plus en plus supprimées. Voilà. Les réseaux sociaux russes, c'est quand même assez compliqué de les pénétrer. Donc, mener une contre-offensive pour, à l'égard de la population encore crédule en Russie, dire, mais enfin vraiment tout ce qu'on vous raconte, c'est absurde. La propagande qu'on a eue à propos de l'Ukraine, où les soldats ukrainiens avaient soi-disant, on se rappelle cette histoire, crucifié un garçon, voilà, un petit garçon. Enfin bon, toutes ces histoires invraisemblables. Bon, évidemment, c'est très très difficile de les... En revanche, c'est vrai que l'opinion bouge. L'opinion bouge du côté de la jeunesse. Mais elle bouge pourquoi? Elle bouge aussi en raison de la crise économique, de la crise de la Covid avec la gestion catastrophique, on le sait évidemment par la Russie, de la crise sociale, de l'absence de futur pour les jeunes générations qui font que la plupart des jeunes Russes aujourd'hui veulent partir à l'étranger, etc. Donc, mais que derrière l'argument politique, sauf pour des intellectuels ou des milieux limités, c'est très difficile de le mettre en avant et d'avoir prise, à mon sens. Je crois que c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons. Alors, derrière, vous avez évidemment une crainte bleue de Poutine, ça a été souvent dit. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il a tellement peur de ce qui se passe au Bélarus, d'avoir un modèle démocratique à ses portes aussi en Ukraine et partout. C'est que c'est la démocratie qu'il craint. Et imaginez effectivement des succès de plus en plus nombreux de la démocratie libérale, de voir cette envie d'Europe se développer dans ses anciennes possessions. C'est déjà fait évidemment pour les pays baltes ou d'autres, mais l'Ukraine, où je dirais son intervention n'a fait que renforcer le sentiment pro-européen. C'est évidemment tout à fait le cas en Moldavie aujourd'hui, c'est le cas... Alors, l'opposition est très prudente là-dessus, mes amis de l'opposition bélarusse, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas exprimer un destin européen pour le Bélarus. Mais à mon avis, il viendra nécessairement. Parce que dès qu'on aura, je dirais, un régime libéral démocratique au pouvoir au Bélarus, je pense que derrière, il y aura une reconnaissance et un appétit d'Europe. Et donc ça, c'est la peur de Poutine. Et la peur de Poutine, c'est de voir quand même un jour quelque chose qui arrive comme ça en Russie.
Quand même, les manifestations à un moment pro-Navalny, c'était dans plus de 100 villes, alors évidemment avec des importances limitées, mais vous avez ces changements qui sont en train de se passer. Et je pense que là, c'est quelque chose, nous, ce que nous devons faire, parce qu'il y avait un peu ça, je crois, dans votre question, ce que nous devons faire, c'est nous, d'abord, on doit les encourager. Nous devons parler au nom de l'opposition russe. Pas uniquement, quand je dis nous, pas uniquement d'Escrucy, nous le faisons évidemment de notre côté, et d'autres associations, Russie Liberté, Mémorial France, enfin, ou plein d'autres le font également. Mais je pense que les gouvernements ne doivent pas avoir peur de le faire. Et de dire, ben oui, bien sûr, nous allons soutenir. Qu'est-ce que c'est aussi que cette idée de dire que, ah oui, il faut surtout, là, c'est un gros mot maintenant, parler de changement de régime. Mais bien sûr que nous souhaitons le changement de régime en Russie aujourd'hui. Bien sûr qu'on souhaite le changement de régime au Bélarus. Bien sûr qu'on souhaite le changement de régime en Chine ou en Syrie ou ailleurs. Et je crois que, bien sûr, alors on ne va pas le favoriser par la force, hein, il ne s'agit pas de faire du messianisme botté, bien sûr, mais on doit le favoriser. Et je pense que là aussi, nous ne pouvons pas, par rapport sur cette question des libertés, de cette répression qui existe dans un pays comme la Russie ou ailleurs, ou en Chine, ou la manifestation aussi, la répression à Hong Kong, la répression contre les Ouïghours, etc., nous ne pouvons pas nous abstenir. On ne peut pas faire. Moi, je suis très choqué de voir qu'encore, je veux dire, récemment, on a un certain nombre de personnes qui s'interrogent avec une réponse malheureusement favorable pour dire qu'il faudrait une représentation officielle aux Jeux Olympiques de Pékin. Mais avec, je veux dire, attendez. Moi, j'étais à l'époque, je dirais, de la Coupe du Mondial de football, Coupe du Monde de football. Moi, j'étais partie de ceux qui demandaient le boycott. Au moins diplomatique. Pas nécessairement les joueurs, on peut discuter, mais au moins diplomatique. Aller serrer la main de Poutine et faire, comme certains l'ont fait, à très haut niveau, dire « Ah, mais monsieur Poutine, on vous félicite pour la superbe organisation de cette coupe. » Attendez, il y a quand même un peu de limite. Et je dois dire que ceux qui sont le plus choqués, je connais comme nous tous, Galia, évidemment, beaucoup d'autres d'entre vous aussi, nous connaissons des dissidents russes. Qu'est-ce qu'ils nous demandent, ces dissidents russes? Ils nous demandent « Tenez bon ! Tenez bon sur les libertés, tenez bon sur la politique de fermeté, tenez bon sur l'Ukraine ou sur le Bélarus. » Je crois que c'est ce discours-là qu'il faut véritablement entendre, et ça fait partie justement de cette contre-offensive dont vous parliez, de cet élément psychologique qui me paraît absolument déterminant. Allez. À gauche, monsieur. Peut-être là, un grand absent dans ce débat, un grand pays, c'est les États-Unis. Parce que vous parlez de nous les Occidentaux, nous les Européens. Ce qui m'a frappé, moi, dans les récentes crises européennes, Kosovo, il a fallu quand même envoyer les bombardiers américains pour résoudre la question. En Géorgie, qui discute avec Poutine? Vertement, d'ailleurs. Sarkozy qui ressort complètement sodé de l'entretien. Minsk, il n'y a pas les Américains. Est-ce que la vraie question aujourd'hui, c'est pas que Poutine profite du retrait américain complet de l'Europe? On l'a vu avec Trump, on le voit vaguement avec Biden. La question, c'est pas nous les Occidentaux. Pour moi, la question, les Américains ne sont plus là. Et c'est le grand frère. Et on en a besoin. Vous voulez répondre? Oui, alors je ne crois pas que les Américains ne soient plus là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de répéter. Déjà, ils sont là physiquement. Il y a quand même 30 000 soldats américains. S'ils n'étaient pas là, ben, ça se verrait. Leur nombre et leurs équipements sont même accrus pendant la période Trump. Alors, c'est vrai qu'au dernier moment, dans les derniers mois, ils voulaient retirer 12 700 soldats américains d'Allemagne, mais c'était plus une question bilatérale. Une partie aurait été redistribuée en Pologne. Mais sinon, cet engagement, il s'est même accru. Et je crois que c'est un discours qu'on a avalisé, qui montre un petit peu notre immaturité. Et puis aussi, peut-être un certain nombre d'incapacités structurelles. Là, personnellement, je ne pense pas que l'Union européenne puisse se transformer en Europe puissance, mais bon, c'est un autre débat, on peut certainement partir dans ce sens-là. Le fait est qu'on a besoin des Américains, ils sont là, et puis on regrette peut-être à une époque, à demi-mot, où ils étaient beaucoup plus présents, y compris dans le coaching en quelque sorte de nos gouvernements, mais sinon les Américains sont là. Alors là, il y a un petit peu une histoire de jeu à somme négative dans le discours, ils s'intéressent qu'à la Chine, donc ça prouve qu'ils s'intéressent plus à l'Europe, mais en 1968, au moment de l'offensive du Tet, à janvier 68, il y avait 580 000 soldats américains qui combattaient au Vietnam, et pourtant en même temps, ils
monter la garde en Europe. Sur bon, il y a eu la guerre de Corée précédemment où c'était pleinement engagé. Et au contraire, je pense que pour ce que je connais du débat américain, en lisant un certain nombre de revues de stratégie de géopolitique américaine, ils ont bien compris que c'était pas comme ça qu'on allait procéder. On va pas s'occuper de l'Europe parce que c'est la Chine et donc on va simplement se centrer sur le Pacifique. Je ne le crois pas. Personnellement, je ne vois pas. Et ils sont même de plus en plus conscients du fait, ne serait-ce que parce qu'il faut bâtir une coalition au moins sur le plan géoéconomique avec les Européens à l'égard de la Chine. C'est pas uniquement l'économie américaine qui peut faire front face à la Chine. Ils sont bel et bien conscients, me semble-t-il, de l'interdépendance, des enjeux stratégiques, et ils sont aussi bien conscients qu'il y a bel et bien une forme d'alliance sino-russe qui est en train de prendre forme. Alors certes, cette alliance est informelle, il n'y a pas un article 5, il n'y a pas une déclaration donc en bonne et due forme quant à la signature de cette alliance, mais le fait est que les positions convergent et puis que les deux pays s'appuient réciproquement pour faire la montée de la tension du détroit de Taïwan jusqu'aux frontières du Bélarus et de l'Ukraine. Les accords de Minsk, on a la Russie qui est une grande puissance, on a les Français, tout à fait. Les Américains. Oui. On n'a pas d'Américains. Oui, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était à un moment, les Américains nous ont pris un peu au mot, parce qu'ils avaient l'idée qu'il fallait diviser le travail, et puis que peut-être qu'il y avait plus de choses qui pouvaient être faites dans le cadre de l'Union européenne. Et donc, on avait les Français et les Allemands qui insistaient sur le fait qu'ils allaient faire le travail, qu'ils allaient négocier, et puis qu'ils allaient trouver une solution. Bon, là, à l'évidence, c'est l'impasse totale, et les Américains reviennent dans la boucle. Mais avant même qu'ils reviennent dans la boucle, donc dans ce processus de Minsk, déjà, on voyait s'esquisser une autre grande stratégie américaine en Europe, à l'époque de Trump. C'est ce que j'appelle l'Europe jagellonienne. Je ne sais jamais s'il faut dire un G dur ou un G. Donc, les Jagellons, c'était cette dynastie qui régnait sur l'ensemble Pologne-Lituanie. Il y avait cette idée selon laquelle il fallait développer donc une sorte de grande diagonale de la Lituanie, de la Pologne jusqu'à la Roumanie, donc de la Baltique à la mer Noire, et puis que ça serait une manière pour les Américains de renforcer leur présence en Europe en s'appuyant sur un certain nombre d'États de ce que Rumsfeld en 2003 a appelé la Nouvelle Europe. Donc non, moi je ne vois pas un retrait américain. Alors en France, c'est vrai que souvent, la France, Paris, c'est un seul capitale d'Europe où on puisse organiser un colloque sur la défense européenne, la défense de l'Europe, sans parler de l'OTAN. Mais vous comme moi, il me semble qu'à un moment ou à un autre, on a forcément nommé l'OTAN. Et donc dès qu'on dit l'OTAN, oui, il y a les États-Unis dedans. Alors, moi, j'ai un point sur que je nuancerais, mais il y a un accord fondamental. D'abord, on a besoin de l'OTAN. Je veux dire, ce n'est pas l'Europe, peut-être dans 30 ans, 40 ans, ça on n'en sait rien, mais qui pourra avoir l'équivalent d'un article 5. Bon, ça, on le sait, c'est clair. Et quand on voit déjà les petits progrès, mais très vite aussi, je dirais, effacés de l'Europe de la défense, y compris sur le Fonds européen de défense, avec les crédits en perdition, les crédits sur la mobilité militaire en Europe, enfin, des tas de trucs, bon, on s'aperçoit que vraiment, on n'est pas à la hauteur. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, je pense que personne n'y pense, de faire une sorte de remplaçant de l'article 5 de l'OTAN. Ça, je pense que on a besoin. Et on a besoin des Américains, on a besoin d'un partenariat euro-atlantique fort. C'est pour moi une nécessité. Peut-être petite nuance. Je pense qu'il y a, en fait, au sein des États-Unis et de l'appareil dirigeant américain, y compris jusqu'au sein de l'administration Biden, on a les mêmes débats qui secouent l'Europe, que ceux qui secouent l'Europe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont favorables à une intervention assez forte, à une présence forte, à un engagement, y compris à un engagement militaire, qui pousse pour que, à un certain moment, l'OTAN aille peut-être plus vite sur l'acceptation de pays. Alors, la Géorgie, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, pour d'autres raisons, mais l'Ukraine, en tout cas. Et puis, vous avez des tendances aussi qui sont plus pour le dialogue avec la Russie ou ce genre de choses. Et donc vous avez dans l'administration, et c'est assez frappant, une sorte de double tendance. Vous avez à la fois, alors pas d'un désengagement, personne ne va jusqu'à un désengagement, ça c'est vrai, mais disons une moindre action, y compris de type militaire. Et c'est vrai que quand même l'histoire récente de l'Ukraine
ça vient aussi après toutes les annonces de Biden sur la fin des Endless Wars, enfin des guerres éternelles. Ça vient aussi, je dirais, dans ce contexte. Là où il y a eu quand même un premier tournant, et ça c'est peut-être le côté qui me rend pessimiste, et qui rend beaucoup de mes amis américains, je dialogue tous les jours avec eux, bien sûr, un peu plus pessimiste, c'est qu'en fait je pense que le vrai moment de désengagement, ça vient d'Obama. C'est pas Trump. Je ne partage pas les idées de Trump, chacun sans doute, bien sûr, mais le vrai moment c'est Obama. Et c'est Obama 2013, Syrie. L'absence de frappe après les attaques chimiques de la Ghouta et le refus de mettre en place les lignes rouges qu'il avait lui-même définies. Et ensuite, tous ces compromis, aussi faits dans le cas de son grand projet qui était le JCPOA, enfin l'accord nucléaire avec l'Iran, qui lui a conduit à la fois à faire un très grand nombre de sacrifices. Ça s'est poursuivi avec Trump et je pense que Biden est aussi sur cette ligne et surtout sur une ligne, il faut aller jusqu'au bout sur les négociations. Son discours du 31 août, si ma mémoire est bonne, ou du 1er septembre, où justement il revient sur ce thème de la fin des guerres éternelles, où il dit maintenant il faut protéger la démocratie, il faut avancer, il faut le faire par la diplomatie, la négociation et le dialogue. Toujours le dialogue. Et voilà, et ça, c'est pas entrer dans l'oreille d'un sourd, effectivement, voilà, et donc, et là, on est, je pense, dans un vrai texte, et c'est vrai qu'on a eu des propos quand même de Jake Sullivan, qui est le conseiller national à la sécurité, donc le conseiller diplomatico-militaire de Biden, en quelque sorte, qui a parfois tenu des discours un petit peu ambigus aussi sur ces sujets. Donc voilà, mais qu'on ait besoin des États-Unis et que tout discours côté européen qui conduirait à nous séparer, à essayer de creuser le fossé entre d'un côté l'Europe et de l'autre les États-Unis est évidemment un désastre absolu et un danger total. Bonsoir. Bonsoir. L'armée ukrainienne en 2014 était assez faible. Au cours des 7 dernières années, elle s'est renforcée. Ne s'est-elle pas suffisamment renforcée pour être dissuasive en cas d'attaque massive ? Moi, je veux dire, oui, pour moi, c'est extrêmement difficile. Alors, elle s'est renforcée, mais en termes de, si vous voulez, de parité, et qu'on voit la modernisation quand même depuis les 10 ans de l'armée russe, même s'il y a beaucoup de loupés aussi, en termes de rapport de force, alors, l'armée ukrainienne est capable, à mon sens, Jean-Sylvestre Montbrenier me complétera, d'infliger, bien sûr, un certain nombre de dommages à une armée russe. De là à dire qu'elle se battra de manière féroce avec un courage exceptionnel, bon ça tout le monde le sait. De là à dire qu'elle pourrait ressortir gagnante, je veux dire en termes d'armement malgré tout, et c'est aussi pour ça qu'il faut aider et fournir en armes, en conseils, en outils de surveillance électronique, en outils de capacité satellitaire, de guidage des tirs. Il faut que l'Occident aide en tout cas nettement l'armée ukrainienne. Sinon, elle s'en sortira malgré tout pas, à mon sens. Oui, je pense que leur détermination, ils l'ont montré, puisqu'ils se sont battus quand même dans des conditions qui étaient particulièrement difficiles, puisque finalement, cet État ukrainien, il avait été éviscéré en quelque sorte au cours de la période précédente, avant l'insurrection civique de 2013-2014. Maintenant, oui, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je ne connais pas suffisamment l'ordre de bataille ukrainien pour en parler, mais bon, en parler dans le détail en tout cas. Mais il y a quand même un effet de masse qui est du côté russe. Ils auraient de 100 000 à 175 000, selon les estimations, soldats qui sont déployés de manière permanente. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas nouveau, en fait. Mais ça se renforce. Et puis surtout, ils établissent une position de force. Il y a des nouveaux équipements qui sont arrivés. Et bon, ils font tout pour donner l'impression, en tout cas, qu'ils se préparent à une offensive. Et dans la durée, ils finiraient par l'emporter. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut à défaut de les aider directement, au minimum, il faut les aider indirectement. Donc en armes anti-chars, c'est ce qu'ils réclament. Il y en a déjà qui ont été livrés, là, des Javelin, mais bon, aussi des armes anti-aériennes.
l'Ukraine, il faut certainement pas renoncer là-dessus. Hein. Ça, c'est quelque chose, c'est conforme. On parlait du droit tout à l'heure, c'est conforme au droit international. C'est la légitime défense. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, de même que tout individu, vous et moi, si on est agressé à la sortie, on est censé quand même se défendre soi-même sans attendre qu'une demi-heure après, il y ait une patrouille de police qui arrive. On va pas, l'État obésien, il va pas nous nier ce droit fondamental, ce droit de nature, et il en va des États comme des individus. Je pense que là, vraiment, on a toute légitimité pour défendre cette politique. L'OTAN n'intervient peut-être pas en tant que tel en Ukraine, mais en revanche, on donne à nos amis, à nos partenaires ukrainiens, à défaut de les considérer comme de véritables alliés, on leur donne les moyens de faire la guerre, de se défendre. Moi, je pense qu'il faut même aller plus loin. Moi, je suis pas, il faut faire ça, mais effectivement, quand je disais assistance militaire, quand je parlais des moyens de surveillance électronique, de capacité d'espionnage dans les profondeurs, d'aide sur la guerre électronique, brouillage, etc. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'assistance de l'OTAN ou des pays de l'OTAN à l'Ukraine. Je pense même que non seulement on peut, mais je pense que le cas échéant devrait, en tout cas, le faire. Alors ça ne veut pas du tout dire des troupes sur le sol. Hein. Il y a eu un très bon papier qui détaillait tout cela de Franklin Kramer. Récemment, qui explique tout ça de manière assez détaillée, de manière très précise sur tout ce que l'on pouvait faire. On a quand même des moyens d'action sans dire qu'on va envoyer des boots off the ground, donc c'est des troupes au sol, tout de suite. Ça non. Il ne faut pas être prisonnier du tout ou rien. Voilà, exactement. C'est toujours une fausse manière de nous présenter les Bien choses, sûr. nous enfermer dans un faux dilemme, soit c'est la guerre full spectrum, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie, etc. Ou alors on ne fait rien. Il y a des tas de barreaux intermédiaires, il y a des tas d'actions qui, sans engagement direct, permettraient de renforcer la posture stratégique de l'Ukraine. Et c'est ce qui est fait en partie. C'est ça qu'il faut... Et c'est ce dont il ne faut certainement pas se laisser dissuader. C'est ce qu'il faut continuer. Ne pas perdre ses nerfs, ne pas céder non plus à la provocation, même si ce n'est pas vraiment ça qui nous menace, comme on le disait précédemment, mais en tout cas, continuer, maintenir la même ligne, continuer à amplifier notre soutien direct et indirect dans plusieurs domaines à l'Ukraine. Poutine, c'est qu'il est très fiable. Il annonce ce qu'il va faire et il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Depuis 4-5 semaines, il alerte sur la fragilité du gazoduc entre l'Ukraine et la Moldavie. Et on se demande si finalement cette fragilité ne pourrait pas se traduire par un incident au moment des premiers frimas, dès qu'il fera un petit peu frais. Et donc nous obliger à malheureusement trouver ou plutôt heureusement trouver la solution du Nord Stream qui sera là pour nous sauver de la coupure du gazoduc ukrainien. Non, alors encore une fois, avec Vladimir Poutine, tout est possible. Effectivement, l'utilisation massive de l'arme du gaz, notamment. Mais encore une fois, ça prouve que c'est pas nouveau. Mais ça prouve aussi que nous avons été extraordinairement peu prévoyants, pour dire les choses avec beaucoup d'euphémisme, sur, je dirais, notre stratégie énergétique au niveau européen. Je ne parle même pas de la stratégie énergétique et du mix énergétique spécifique de l'Allemagne, parce qu'il y a plein d'autres débats derrière, sur le nucléaire, etc., etc. Mais je pense que là-dessus, le vrai sujet, c'est comment on parvient, et ça c'est vraiment à long terme, je dirais, à se désintoxiquer du gaz russe. Enfin, moi qui ne me poserais pas de problème si on avait un régime démocratique en Russie. Moi, je n'aurais pas de problème avec le gaz russe. C'est pas le fait qu'il soit russe qui me pose un problème, mais c'est le fait qu'il soit une arme de guerre utilisée par le régime et qu'en plus, avec les profits gigantesques de Gazprom, il y a eu encore des chiffres récemment qui montrent que les profits de Gazprom n'ont jamais été aussi florissants. Et on sait aussi que ce sont des moyens qui après peuvent servir aux guerres de M. Poutine, que ce soit la guerre propagande ou que ce soit la guerre réelle, militaire, que Poutine... faut savoir que, encore une fois, le gaz vendu aux Européens finance la guerre de M. Poutine. C'est quand même un petit problème. Je veux dire, et là aussi, on a une absence de consistance, un problème de vision qui malheureusement s'est manifesté depuis beaucoup trop longtemps sur ce sujet.
Bon, écoutez, je pense que il y a peut-être encore une question que j'aimerais poser aux deux intervenants. Là, Poutine clairement a fait un ultimatum à l'Occident en disant, voilà, si vous ne cessez pas toute aide militaire à l'Ukraine, si de façon détournée des instructeurs de l'OTAN ou quoi que ce soit qui ait quelque chose en commun avec l'OTAN, donc si tout cela ne disparaît pas d'Ukraine, c'est-à-dire si on ne laisse pas l'Ukraine seule face à son agresseur, eh bien, la concentration des troupes est là. Et donc, si l'Occident accepte cette condition, c'est funeste. Si l'Occident n'accepte pas cette condition, est-ce que une guerre, une attaque russe peut devenir une réalité? Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Ben, ça peut devenir une réalité, ça je martèle la chose, hein, c'est pas pour du faux, hein, je le répète. Hein. L'option militaire, elle est là. Ben, j'ai le sentiment que Poutine est pénétré de cette mission. Ben, il se veut le rassembleur des terres russes. Il n'arrête pas de le dire. Le texte qu'il a publié cet été est fondamental. C'est une justification à la fois a posteriori, puisque ça a déjà commencé. L'Ukraine est envahie, et puis il se projette vers le futur, une justification du démembrement pur et simple de l'Ukraine. Une Ukraine qui serait réduite, si j'exagère à peine, je crois, à l'ancienne Galicie autrichienne, puisque finalement tout le reste, d'une manière ou d'une autre, repasserait sous le contrôle de la Russie. Et je crois qu'il est déterminé. Ça, faut en être bien conscient. Il est déterminé à aller de l'avant, et si on adopte une posture de fermeté, ce qu'il faut faire, il faut envisager toutes les options. Et il me semble que nos gouvernements le font. Si même le gouvernement français, le gouvernement allemand, qui généralement se tiennent sur le retrait et puis abondent en bonne parole sur le dialogue, aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme, c'est qu'ils ils ont quand même accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Ils sont briefés par leurs services de renseignement, c'est mutualisé de surcroît. Il y a eu quand même beaucoup de consultations entre les alliés européens et le leader américain, et il y a quand même une certaine uniformité, quoi qu'on en dise, en tout cas dans le diagnostic. Après, on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que malgré tout, il y a du branle dans le manche, malheureusement, mais sinon, sur le diagnostic, il semble quand même partagé. Donc, il faut se préparer au pire, ne serait-ce que pour qu'il n'advienne pas, parce qu'il faut tout faire pour le dissuader. Il faut que la posture stratégique collective soit solide, il faut faire preuve de détermination dans notre politique, mais il faut se préparer au pire. De toute manière, c'est effectivement une option qui a été mise sur la table pour la première fois ouvertement. Avant, c'est une chose que j'évoquais ou que d'autres évoquaient depuis déjà plusieurs années, mais ça a été mis pour la première fois sur la table officiellement par un certain nombre de représentants ou de voix autorisées, notamment du gouvernement américain. Bon, moi je pense que là-dessus, il y a effectivement deux choses à dire. Premièrement, tenir bon. D'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de dirigeants occidentaux l'ont clairement dit. On dit la Russie n'a rien à dire sur l'adhésion éventuelle d'un pays quelconque à l'OTAN. C'est décidé entre le pays et le Conseil de l'OTAN. Point barre. Là-dessus, pas de discussion à avoir. Et il ne faut surtout pas acheter, j'allais dire gober, le fameux discours d'une prétendue menace de l'OTAN. D'ailleurs, Poutine lui-même le tient, non pas parce qu'il y croit, mais encore une fois, comme sujet instrumental à destination, évidemment, de son opinion et des opinions occidentales. Donc, n'achetons pas ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce qu'il y a une probabilité d'intervention? C'est difficile à dire. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que Poutine n'ira pas jusqu'au bout, mais qu'il faut effectivement se tenir prêt. C'est pas une impossibilité. Je pense pas qu'il y a aujourd'hui, je pense que les risques, effectivement, pour le régime lui-même d'une intervention sont probablement tellement élevés
que je pense qu'il n'irait pas jusque-là. Maintenant, s'il sent la moindre faiblesse du côté américain notamment et du côté européen, là, effectivement, il ne se gênera pas. Donc, raison de plus pour envoyer des signaux crédibles. Et je pense que là, Poutine essaye toujours de tester la crédibilité des alliés. C'est ça, la base de la dissuasion, c'est fondé sur deux éléments apparemment contraires et paradoxalement. D'une part, la crédibilité et la certitude, c'est-à-dire réponse assurée, type MAD, hein, vous savez, destruction mutuelle assurée, comme il y avait dans le temps, dans les vieux manuels. Donc, c'est-à-dire que si vous nous attaquez, ben alors vous allez aussi passer à la casserole. Bon, je pense qu'il faut que ce soit ferme, je dirais, dans la réponse, effectivement, et dans la crédibilité. Bon. Et puis, il y a l'incertitude. Donc il y a l'élément certain et l'élément d'incertitude. Et il faut jouer aussi sur l'incertitude et montrer qu'on est capable effectivement, voilà, de lui ménager quelques surprises qui ne seraient pas nécessairement très agréables de son côté. Alors ça peut passer par des sanctions, type SWIFT, type les 35 Navalny, mais ça il faudrait le faire en tout cas, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faut absolument montrer clairement qu'il y aura une réponse militaire. Penser qu'il n'y aura qu'une réponse par les sanctions, y compris SWIFT et d'autres, ça suffira pas. C'est insuffisant. C'est nettement insuffisant. Je pense, encore une fois, que ça ne se produira pas, mais ça ne se produira pas que, encore une fois, si on envoie des signaux qui soient pas uniquement vis-à-vis de nos opinions, ou pas seulement la gesticulation, ou ce que certains peuvent dire de manière claire, mais je pense qu'il faut vraiment envoyer des signaux extraordinairement clairs là-dessus. Voilà. Je pense que nous allons terminer cette réunion. On se reverra en janvier, mais la date n'est pas encore définie. Le théâtre ne nous a pas encore donné la date de sa disponibilité. Donc, vous serez bien sûr tous informés. Merci beaucoup. Merci.